notre objectif, c'est d'outiller les professionnels RH. Ça peut être effectivement des personnes qui sont en cabinet, qui sont autrement dans des départements RH, de les outiller avec effectivement des solutions qui permettent en fait de fiabiliser leur process de sélection. Leur prise de décision, Ouais, alors? bien sûr, parce que on est tous faits en fait d'un cerveau qui est, enfin un organe un peu paresseux en fait. On est tous faits de biais, de stéréotypes et ce qu'on a construit chez Pearson depuis 1948, c'est des outils qui nous forcent à faire cet effort intellectuel d'aller voilà, chercher des caractéristiques, chercher des critères qui peuvent effectivement nous aider. C'est un appui à la décision. On ne va pas dire aux clients oui, non, vous devez prendre ce candidat. Par contre, on va les aider à objectiver et fiabiliser leur process de recrutement. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, des best practices, des best tendances, c'est Patati et Patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on est ravis de recevoir aujourd'hui notre expert du jour qui est Claire Ashliman, qui est consultante RH et psychologue du travail chez Pearson Talent Lens. Bonjour. Bienvenue Claire. Bonjour Claire, merci d'être là. Un petit mot sur toi. Tu es responsable de compte et psychologue de travail pour Pearson Talent Lens. Tu accompagnes les entreprises dans leur stratégie de recrutement et dans le déploiement d'outils de détection de potentiel, de détection de talent. Donc l'entreprise, elle intervient également en tant que formatrice RH autour d'un outil d'évaluation de la motivation au travail, c'est ça? Oui, ouais. Globalement, moi, j'interviens pour accompagner les clients dans le déploiement de solutions, comment j'utilise un outil, comment je le mets en place. Et puis, nos outils, pour les acquérir, il faut passer par une phase de formation. J'interviens également en qualité de formatrice sur un outil. Alors, Okay. Il y a un gros panel d'outils. Oui, Est-ce qu'on commence par là? oui. On peut effectivement identifier plusieurs familles d'outils. Oui, parce que c'est très intéressant, on en parlait juste avant hors antenne, effectivement, il y a les intervenants que l'on voit aujourd'hui qui interviennent dans le RH. Finalement, Pearson Talent Lens intervient avant et après aussi, puisqu'ils non pas juge, je pense qu'il ne faut pas parler de cette terminologie-là, mais en tout cas, ils nous permettent d'être toujours plus à l'avance, en amont de ce qu'est un collaborateur ou un candidat, en tout cas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'on ne peut pas parfois juger personnellement. Oui, alors nous, notre objectif, c'est d'outiller les professionnels RH. Ça peut être effectivement des personnes qui sont en cabinet, qui sont autrement dans des départements RH, de les outiller avec effectivement des solutions qui permettent en fait de fiabiliser leur process de sélection. leur prise de décision, Ouais, alors? bien sûr, parce que on est tous faits en fait d'un cerveau qui est, enfin un organe un peu paresseux en fait. On est tous faits de biais, de stéréotypes et ce qu'on a construit chez Pearson depuis 1948, c'est des outils qui nous force à faire cet effort intellectuel d'aller voilà, chercher des caractéristiques, chercher des critères qui peuvent effectivement nous aider. C'est un appui à la décision. On ne va pas dire aux clients oui, non, vous devez prendre ce candidat. Par contre, on va les aider à objectiver et fiabiliser leur process de recrutement. Mais alors concrètement, à quoi ressemblent ces outils? Alors, historiquement, on était sur des outils format Ou ces papier. tests d'ailleurs, je sais pas Oui, comment on appelle outil, mais... Alors, outils, tests, c'est vos solutions. Ouais, on va dire solutions, parce qu'on parle d'inventaire de personnalité, on parle de tests et d'aptitude. Nos solutions, en fait, étaient historiquement en format papier, parce qu'on fait ça depuis un paquet de temps. Ouais. Et puis aujourd'hui, forcément, on se digitalise. Donc, on est sur des questionnaires qui sont plus ou moins longs en fonction de ce qu'on va aller tester. Donc, questionnaire avec l'idée aussi de challenger un petit peu le candidat lors de ses réponses et puis de le mettre parfois sur des niveaux de difficulté plus ou moins compliqués. Donc, questionnaire et puis après, en fonction de ce qu'on cherche à évaluer, on a des questionnaires qui varient. Si vous évaluez juste la personnalité, entre guillemets juste, Ouais. c'est quand même un gros morceau, on va avoir des items, des questions qui vont venir challenger le candidat sur comment il aurait tendance à s'auto-décrire.
Sur des aptitudes, en fait, on sera sur des aptitudes générales ou plus spécifiques. Là, on va retrouver plutôt des questions qui peuvent être d'ordre verbal, d'ordre compréhension écrite. On va même aller sur des questionnaires de type pensée critique. Quelle est la capacité du jugement analytique de mon candidat? Donc là, on a un exercice avec plusieurs questions et plusieurs réponses possibles. Donc, questions ouvertes. Ouais. Alors, qu'est-ce que vont permettre ces outils, ces solutions pour le recruteur, finalement? De mieux comprendre sa cible, mieux comprendre son candidat? Oui, alors le recruteur, il a un travail nécessaire au début qui est de bien saisir qu'est-ce qu'il recherche comme profil. Donc à lui aussi de faire ce travail, d'aller chercher un petit peu avec son OP, avec son client, les dimensions indispensables, dans quel contexte on va recruter, etc. Donc, à partir du moment où il a son brief qui est bien établi, à lui d'aller proposer, je dirais, un process d'évaluation dans lequel il peut proposer, suggérer d'évaluer des traits de caractère qui vont être en lien avec le poste recherché. Ou alors donc il y a un travail, pardon, je vous coupe, il y a un travail en amont alors. C'est-à-dire que j'avais comme question à quelle étape du recrutement interviennent ces tests. Ils interviennent quand même assez en amont pour que le recruteur lui-même puisse poser les bonnes questions de ce qu'il recherche. Dans un monde idéal, voilà. On a fait un brief client qui est bien construit. On comprend effectivement dans quel contexte on projette le candidat. On a sourcé son candidat sur des aspects CV, rémunération, localisation, etc. Puis on propose une rencontre. Aujourd'hui, les candidats ont un peu le lead sur le marché. Voilà, ils sont pas mal dans le changement, ils sont assez sollicités. Donc, si on a envie de rencontrer quelqu'un, moi j'aurais tendance à dire ne perdons pas de temps. Je pense que on est tous d'accord. C'est juste, ouais. Donc effectivement, ça serait proposé au-delà de la rencontre, effectivement, une évaluation de la personnalité, d'aptitude, mais qu'on aurait déjà imaginé au regard du poste qu'on recrute. Moi, je ne vais pas aller embêter un technicien à faire un process d'évaluation de 2 heures, alors qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de connaître un petit peu les grandes lignes de sa personnalité et quelques aspects en lien avec les aptitudes. Par contre, un profil au potentiel, oui, je vais peut-être passer plus de temps, je vais lui demander déjà de faire un travail autour de l'évaluation, de passer plus de questionnaires, et puis je passerai forcément plus de temps en entretien. D'accord. Donc, vous êtes psychologue du travail oui. De formation? Oui. D'accord. Ça aide en fait dans la construction de ces tests qui, j'imagine, sont jamais terminés d'une certaine manière. Ils sont toujours en évolution, en construction. Oui. Alors, les tests, ils sont issus de la psychométrie. La psychométrie, c'est la science, c'est la mesure de la psychologie. On n'a pas la main mise sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, on s'appuie sur les qualités scientifiques de la psychométrie, donc la fiabilité, la validité. Et puis, tous les outils sont issus de théories qui sont fiables autour de la personnalité, autour d'échelles de mesure et qui respectent ces enjeux-là. Être psychologue, c'est maîtriser les concepts théoriques et un petit peu aussi tout ce qui sert à construire une échelle. Moi, à titre personnel ou professionnel, je ne construis pas les outils. On a derrière nous nos équipes de statisticiens, de R&D. Et à partir de quand on les fait évoluer, ces outils, en tout cas ces questionnaires? À partir de quand on se dit, tiens, il faut peut-être faire évoluer par rapport au retour que vous avez, à l'expérience Les questionnaires, ils vont évoluer parce que la société évolue. Alors, ils vont évoluer parce que... Là, par exemple, on peut mettre du télétravail, par exemple, qui n'existait pas, pour voir comment le candidat se sentirait seul ou en tout cas en totale autonomie. Bien sûr, les outils sont construits et ont une certaine validité. Ils sont construits avec ce qu'on appellera les étalonnages, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un profil au regard d'une population générale. Si je compare le profil de personnalité de mon candidat à une population générale qui, en fait, est un étalonnage qui date des années 80, je suis un peu à côté de la plaque. Je suis obligée de me renouveler parce que on évolue. Ce qui a forcé à faire évoluer aussi ces outils, c'est la digitalisation qui transforme un peu notre société, notre façon de travailler et nous, la construction de nos outils. Donc ça, c'est extrêmement important d'être toujours à jour. Et puis, on a des demandes aujourd'hui qui ont évolué. Moi, aujourd'hui, je veux mesurer les qualités managériales à distance de mon profil dans le cadre d'une mobilité ou d'un recrutement. Comment je les évalue ? Et effectivement, c'est des demandes qui évoluent au cours du temps. Là, conjoncture, c'est le Covid, mais dans d'autres situations,
On apprend, on a besoin d'évoluer dans des environnements qui changent énormément, où on doit développer de plus en plus de compétences. Donc nous, on propose des outils qui ciblent ces demandes. Vous avez des outils, si on récapitule, donc pour les candidats, pour que le manager, le recruteur puisse bien cerner son candidat. Exactement. Des outils également, j'imagine, pour des collaborateurs déjà en poste, Oui, peut-être et potentiellement pour des opportunités d'évolution. oui. Dans le cadre de la mobilité, avec les mêmes enjeux qu'il peut y avoir dans le recrutement, sauf que la différence, c'est qu'on se connaît déjà quand c'est de la mobilité. Hein, donc. Ouais. Mais on peut proposer quand même ce type d'évaluation. Et puis, on a d'autres outils qui permettent effectivement de faire monter en compétence, je dirais, les profils, les talents, de les accompagner. Il y a, par exemple, la démarche 360, nous on propose aussi... De la détection, peut-être aussi en interne, c'est-à-dire de la détection de potentiel de gens qui ne le seraient pas forcément. Bien sûr. Ben, quand vous faites du recrutement, vous allez vous intéresser au potentiel du candidat. C'est-à-dire la mise en adéquation des caractéristiques personnelles d'un candidat, son terreau fertile ou pas, par rapport au contexte donné. Vous pouvez le faire en phase d'identification, je dirais en recrutement. Vous pouvez le faire aussi à un moment où il y a de la mobilité à créer. Vous pouvez le faire effectivement ensuite pour entretenir, entre guillemets, entretenir et puis accompagner ces talents identifiés et les faire monter tout doucement en compétences. Est-ce que ces tests sont chronométrés? C'est une question qu'on se pose. On parle souvent d'authenticité des réponses lorsque les réponses sont spontanées. Est-ce que c'est une idéologie qui est fausse, une légende? Alors, non, la meilleure des situations, c'est effectivement d'être spontané. Moi, je suis par exemple, c'est un exemple, hein, je suis droitière, spontanément, je prends le stylo de la main droite. Donc voilà, c'est être sur cette transparence. Les tests sont pas toujours chronométrés, puisque maintenant, aujourd'hui, on s'intéresse à laisser l'opportunité de performer bien, correctement, avec le temps qui nous est parti, qui nous convient le mieux. D'autres tests, effectivement, si vous passez 3 heures à répondre à un questionnaire de personnalité, ça peut être questionnant, c'est que vous avez du mal à vous positionner, donc peut-être une méconnaissance de soi, c'est que vous essayez aussi peut-être de travailler un peu vos réponses. Plus vous êtes spontané, plus vous allez vers le stylo qui vient de la main naturelle, quoi, je dirais. Donc, il y a un chronométrage. L'enjeu, c'est d'être le plus naturel. Après, on a aussi construit des outils qui permettent de contrôler le biais de désirabilité. En entretien, on a toujours envie de se montrer un peu plus joli que ce que l'on est. Donc, il y a aussi des questions entre guillemets pièges. Et puis derrière tout ça, un calcul qui permet de bien contrôler effectivement la façon dont on a tendance à répondre. Oui, c'est un peu les questionnaires qu'on connaît, évidemment, sans minimiser le travail qui est fait, où la question 3 ressemble à la question 16, elle est posée différemment, et on regarde si elle est posée, si la réponse a été faite spontanément ou un peu calculée, etc. C'est ça. Après, il y a même aussi des questions qui sont c'est même parfois un petit peu, entre guillemets, compliqué à répondre, parce qu'on vous laisse le choix entre 4 réponses. Les 4 pourraient ne pas du tout vous correspondre, mais on va vous forcer à dire à un moment laquelle vous correspond le plus. Dents en mousse ou jambes en bois, quoi. C'est compliqué. Non, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de donner une image de vous qui est un petit peu plus négative que celle que vous auriez envie de donner. Voilà, c'est ça aussi la construction derrière. Là, on parle beaucoup des candidats au final pour mesurer, on l'imagine bien, soit à l'interne, soit en externe, mais il y a toute une brique également sur l'engagement collaborateur que vous développez, sur la motivation pour aller un peu plus loin. On sait que c'est aujourd'hui, en 2023, une source très importante pour les entreprises. C'est vraiment l'enjeu numéro 1, s'il y en a un à donner. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là ? Alors, c'est clair que la motivation, c'est un levier extrêmement important. C'est difficile à évaluer en situation à enjeu de recrutement, puisque c'est assez variable, la motivation dans ces cas-là. Par contre... ça dépend des jours aussi. Hein. Ouais. Par contre, derrière c'est malheureusement humain. Ouais, mais il faut entendre derrière les valeurs ou les drivers de la personne, en fait. La motivation, c'est le levier essentiel. On parle énormément de quiet quitting. On parle énormément d'engagement au travail. Nous, on a aussi construit des outils qui permettent de mesurer
Où est-ce que j'en suis en termes de motivation, de mes motivations personnelles sur mon activité par rapport à mon manager? Ah, d'accord. Où est-ce que j'en suis en termes de satisfaction? Le biais, il est pris par le candidat, par la personne lui-même. Oui, mais parce que c'est au RH de Mhm. s'emparer de ce sujet-là. Et en fait, on parle beaucoup de marque employeur, mais on parle aussi de plus en plus d'expérience employée, enfin voilà, de collaborateurs. Évidemment. Et en fait, ça va être petit à petit aux collaborateurs de De prendre, se mesurer, hein. ouais, de prendre, Et de comprendre pourquoi parfois il n'est pas forcément bien dans telle situation aussi. ouais, de l'aider à trouver les leviers de satisfaction pour. Donc on peut imaginer avec ce type de test qu'un employé pourrait se rendre compte que finalement il n'est pas engagé dans l'entreprise et décide de la quitter, quoi. Ça pourrait aller aussi loin que ça. Oui, et c'est un bénéfice aussi pour l'entreprise. Si on regarde par là, on est sur le quiet quitting, donc est-ce que c'est pas aussi un moyen pour une entreprise de détecter une personne qui ne serait pas intéressée? Et si c'est une perte, certes une perte, mais on n'est pas dans la rétention de talent obligatoire si, Ouais. et à partir du moment où ce talent n'est plus bénéfique, entre guillemets, je parle ça comme c'est pas une marchandisation, mais Non, pour mais- l'entreprise, donc c'est faire, quoi. Derrière tout ça, il y a l'idée de la performance, hein. Tous ces outils, c'est pour accompagner une performance en entreprise. Lorsqu'un collaborateur ne se sent plus bien sur son poste, en fait, on peut aussi attendre que ça se dégrade énormément. Pourquoi pas? Mais je non, crois mais bien qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce Pas le qui est but, pour attendu. personne. Ouais, pour personne. Donc, ça peut être aussi l'opportunité d'identifier des personnes qui ont vraiment besoin de bouger ou de développer de nouvelles choses au sein bien de sûr. leur job. Et si la porte de sortie, c'est la seule, enfin, Option, hein. si ouais, la seule option, c'est effectivement d'imaginer une séparation, entre guillemets, bon, bah, Au moins, Voilà. ça Mais- peut permettre de mettre en lumière cette option. et puis Ouais. c'est fait correctement, c'est fait dans les règles de l'art, c'est pas fait dans la douloureuse, quoi, dans la souffrance. Bien sûr, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un volet dont on parle peu, évidemment, parce que les entreprises s'emparent peu en fait de ce sujet. C'est très récent. Et voilà, mais pourtant c'est un sujet majeur de comprendre l'engagement, comprendre le raisonnement en fait du salarié, de son équilibre pro-perso. C'est sûrement pour ça aussi que le télétravail touche beaucoup de choses. On change un paradigme profond. Pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la motivation des salariés? C'est parce qu'en fait, on a attendu, mais ça y est, voilà, il y a les nouvelles générations aussi qui sont sur le marché de Bien l'emploi, sûr. qui ont d'autres attentes auprès de leur manager, et puis qui vont pas avoir une carrière unique, mais ça on le sait depuis assez longtemps, hein. Donc oui, c'est un changement de paradigme. Si on fait l'impasse de s'intéresser à cette thématique-là, je pense que les talents vont s'en aller tout doucement, les personnes vont pas rester, et puis vous aurez du mal à aller attirer d'autres personnes. Il y a la marque employeur, mais dedans, il y a ces thématiques-là. Et c'en est une qu'il faut prendre un peu à bras-le-corps, sans avoir peur de peut-être, parfois, créer, non pas le déclic chez le salarié, Ouais, complètement. mais effectivement une réflexion autour Prise de conscience. ouais, qu'est-ce qui me motive? Qui sera certainement aussi bénéfique pour l'entreprise. Et je pense que c'est ce que vous vendez aussi à vos clients, c'est cette prise de conscience qui va être bénéfique pour l'entreprise et pouvoir, elle, lui permettre de se remettre aussi en cause ou en considération, puisqu'une entreprise doit aussi évoluer face au retour de ses collaborateurs et de ses candidats. Donc c'est un peu ces tests, en tout cas ces outils, ces solutions qui permettent à vos clients d'avancer dans ce sens. Merci en tout cas Claire Ashliman de nous avoir donné Il a tant bien dit. d'explications. Ouais, mais c'est pas si complexe. De nous avoir donné tant d'explications sur ce métier qui est souvent méconnu, mais qui est aujourd'hui quasiment obligatoire pour bien connaître ses candidats et ses collaborateurs, et du coup ses prises de décision. Merci beaucoup. On le rappelle, donc vous êtes responsable de compte et psychologue de travail pour Pearson Talent Lens. On vous remercie de toutes ces réponses. Merci Merci à vous. beaucoup, Claire, Merci pour l'accueil. pour cet éclairage. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.